La Chine avait plus de kilomètres de TGV en Chine seule que dans le reste du monde. Les décisions qui ont permis de fédérer 1,4 milliard de personnes vers une vision commune. La Chine n'a pas cette ambition de dominer le monde. Est-ce qu'elle a l'ambition réellement de vouloir dépasser les États-Unis? Les BRICS, ce sont les pays qui n'acceptent pas la domination des États-Unis. C'est Hamza, votre... Effectivement, Hamza. Hamza, oui. J'ai un peu mal encore. Il n'y a pas de problème, Hamza, c'est très simple à retenir. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode Comprendre la Chine et les enjeux mondiaux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir André Cheng, président d'AEC, vice-président du comité France-Chine, conseiller du commerce extérieur, mais surtout un fin connaisseur de la Chine et de ses dynamiques économiques et culturelles depuis plus de 40 ans. Il est né à Marseille, il a été diplômé de plusieurs universités, notamment celle de Sciences Po. Il a enseigné à l'université de Pékin avant de devenir un acteur clé du dialogue économique entre la France et la Chine. Il a effectivement édité des livres comme Les 100 mots de la Chine ou La pratique de la Chine. Et tous ces livres ont aidé les décideurs politiques à mieux comprendre ce pays fascinant et immense. Avec lui, nous allons retracer le parcours de la Chine, son histoire, son développement économique, sa place et son rôle actuel, puisqu'on sait tous que l'actualité est sous tension, notamment entre les États-Unis et la Chine. Merci André d'être là, merci de me permettre d'avoir cet échange avec vous. Je suis très honoré puisque j'ai eu l'opportunité d'écouter vos différentes interventions, notamment sur Thinkerview, avec Pascal Boniface et autres, et j'ai toujours voulu vous interviewer par rapport à ce sujet-là. Bonjour Hamza, donc avec plaisir. Avec grand plaisir. Peut-être avant de commencer, pour vous resituer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui à Shanghai et pas en France? Comme vous l'avez dit, je suis moi-même né en France et j'ai suivi une éducation qui a été française. Mais par la suite, professionnellement, je me suis consacré à la Chine. Alors j'ai commencé à travailler dans une société qui était une des principales sociétés de commerce française spéciale sur la Chine, dont j'ai été directeur général. Et puis, j'ai petit à petit transformé cette société en société de conseil. Et société de conseil signifiait que j'apportais des conseils à des patrons français. Donc, certains d'ailleurs étant des patrons de grandes sociétés faisant partie du CAC 40. Ce qui fait qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que il n'était plus possible de conseiller ces sociétés en étant basé à Paris, et c'est pour cela que dès 2001, je me suis installé en Chine. Ok. Donc, initialement à Pékin, et j'ai vécu ces 25 dernières années en Chine, à Pékin et à Shanghai. Ok, donc vous étiez principalement à Pékin, dans la capitale, et ensuite maintenant vous avez déménagé, de ce que j'ai compris, à Shanghai. Oui, maintenant que j'ai pris ma retraite. Ok, enfin. Félicitations déjà pour ça. Vous avez tellement bien œuvré pour le monde qu'aujourd'hui vous l'avez bien mérité. Et donc vous avez découvert la Chine, j'imagine, à travers de certaines études. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était l'image de la Chine à l'époque? La Chine a connu un parcours effectivement tout à fait extraordinaire. Je me rappelle que la première fois que je suis venu en Chine, c'était en 1975. Ok. J'avais organisé un voyage d'étudiants en Chine. Et puis, après m'être marié, en 1978, je suis venu m'installer avec ma femme. Et nous avons, à l'époque, vécu à Pékin déjà. Donc, j'étais enseignant dans une université chinoise. Et c'est une époque qu'on a quand même oubliée maintenant, parce que on était encore doté de tickets de rationnement. Quand on avait acheté du riz, quand on avait acheté du tissu, on avait encore présenté des tickets de rationnement. Et je me rappelle que dans l'université où j'enseignais, on parlait de chaude d'une soirée d'été, et ce qu'on faisait, tous les professeurs descendaient dans la cour de l'université avec un tabouret, et on se réunissait devant l'infirmerie, parce que l'infirmerie était rez-de-chaussée, il y avait une grande fenêtre, et dans l'infirmerie, il y avait une télévision, grand téléviseur noir et blanc, on retournait, qu'on puisse visionner à partir de la cour. Donc, et des dizaines de professeurs s'asseyaient sur un tabouret et regardaient un peu la télévision. Et ça, c'était en 1978. 18, ouais. C'était il n'y a pas si longtemps que ça.
quand on regarde un peu tout le trajet qui a été effectué, c'est quand même... En 50 ans à peine. Ouais. Je donne aussi une autre image, je terminerai là, une image un peu frappante. Je me rappelle que lors du premier voyage de Raffarin en Chine, quand il était Premier ministre, c'était en 2003. Ok. Jean-Pierre Raffarin était venu, donc à l'époque, ce n'est pas le Covid, donc, mais c'était déjà on avait une maladie donc, pulmonaire qui faisait peur à tout le monde, et Jean-Pierre Raffarin avait bravé donc, le danger pour venir en Chine. C'est pour ça que les Chinois sont très reconnaissants. Il a été le seul dirigeant occidental à accepter de venir en Chine. Sous quelle présidence? Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre. Premier ministre, ok. Il était Premier ministre français en 2003. Et bien, quand il est venu en Chine, il était venu avec notamment le président d'Alstom, et Donald Alstom, que je connaissais bien, qui était un ami, donc était très intéressé par la Chine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un seul kilomètre de TGV en Chine. En Chine, ok. Et donc, il était intéressé par coopérer avec les Chinois, et on avait discuté de la façon dont cela pouvait se faire. Finalement, ça n'a pas marché. Donc, les conditions n'ont pas été acceptées par les Chinois et Alstom n'a pas coopéré, très peu coopéré en tout cas avec la Chine pour la fabrication du TGV. Ok. Donc, on était en 2003. 20 ans après, en 2023, j'ai regardé la situation et la Chine, à l'époque, avait plus de kilomètres de TGV en Chine seule que dans le reste du monde. Et ça se fait en 20 ans. Ouais. Donc, ça en 20 ans seulement? En 20 ans. Ok. En 20 ans, la Chine a construit plus de kilomètres de TGV, de rails. De TGV. Évidemment, vous voyez, si vous allez dans n'importe quelle ville en Chine, ouais, c'est plus que le réseau de TGV chinois est plus étendu que le reste du monde. Donc, ça montre à la fois la rapidité et la qualité du développement en Chine. Voilà, je m'arrêterai là de ces deux images parce que je pense qu'elles sont déjà suffisamment illustratives. Mais justement, moi j'avais une question parce qu'à l'époque, on pensait toujours la Chine comme étant une puissance isolée, hein, et du coup, pourquoi est-ce qu'on la voyait ainsi et qu'est-ce qui a déclenché son ouverture au monde? Comment elle s'est lancée dans cette sorte d'économie libérale que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'à l'époque ce n'était pas le cas. Vous parliez de tickets de rationnement, etc. Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté de s'ouvrir? Alors, l'artisan, comme vous le savez, de la Chine était donc Deng Xiaoping. Deng Xiaoping qui, en 1978, a lancé ce qu'elle appelait la politique d'ouverture et de libéralisation. Ok. Et c'est une politique dans laquelle il a commencé par les campagnes, il a commencé par développer des marchés libres, c'est-à-dire des marchés où les paysans pouvaient vendre librement leurs produits. Et puis, il a lancé ce qu'on appelle la zone économique de Shenzhen, où il faut le discours qu'il a tenu au monde entier consistait à dire la Chine est en train de s'ouvrir et nous sommes prêts à vous accueillir. Les Chinois sont très nombreux, ils sont très travailleurs, ils sont très sérieux, et on vous propose donc de créer des usines à l'époque à Shenzhen. Et là, vous allez pouvoir bénéficier à la fois du savoir-faire et des bas coûts de la Chine. Moi, je me rappelle très bien, Shenzhen, je connaissais, puisque lorsque j'étais venu en 1975, donc, quand on quittait la Chine pour aller vers Hong Kong, eh bien, on passait par Shenzhen. Et Shenzhen est un village de pêcheurs. Ok. Donc, quelques milliers d'habitants. Et je me rappelle qu'on descendait du train à Shenzhen, qui est juste à la frontière avec Hong Kong, et il fallait même marcher, traverser un pont pour aller jusqu'à la ville de Lourou, qui était une petite localité, qui fait quelques centaines de mètres, simplement. Donc, et Lourou, c'était la première localité de Hong Kong. Donc c'était vraiment un petit village de pêcheurs. Et maintenant, Shenzhen, c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants, qui est une des villes les plus modernes
Chine est une Un hub technologique aussi, connu pour être technologie. avancé. C'est la ville qui est le siège des sociétés chinoises plus modernes, des sociétés comme Huawei, des sociétés donc, qui représentent vraiment la Silicon Valley chinoise. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça se fait en l'espace de une cinquantaine d'années, et même pas une cinquantaine d'années, et tout ceci a été quand même l'œuvre d'un artisan qui a été impressionnant. Oui. Quelles ont été les décisions, les décisions décisives, du coup, qui ont permis de fédérer 1,4 milliard de personnes vers une vision commune? Comment est-ce qu'ils sont pris? Quelles ont été les grandes tendances, les grandes visions qui ont été mises en application? Alors, la Chine est, pour les théoriciens, notamment politiques, une grande énigme. Puisque, comme vous savez, la théorie qui est propagée et qui est une théorie dominante actuellement dans le monde consiste à dire que le meilleur système qu'on puisse connaître au monde est un système qui allie la démocratie avec l'économie de marché. C'était cette théorie qui était développée, vous savez, par cet Américain d'origine japonaise qui s'appelle Francis Fukuyama, qui avait écrit à la fin des années 80, les années 90, cet article sur la fin de l'histoire. Et on pensait à l'époque que, effectivement, avec la chute du mur de Berlin et avec les fondements de l'Union soviétique, donc on avait le triomphe complet de ce modèle finalement idéal qui était démocratie plus économie de marché, qui marchait bien d'ailleurs. Mais la Chine a pu démontrer simultanément que, effectivement, si démocratie ou économie de marché marche bien, eh bien, on peut très bien imaginer un système autoritaire, le système de la Chine, plus une économie de semi-marché, puisque Deng Xiaoping a autorisé les capitalistes à venir investir en Chine et à gagner de l'argent en Chine. Mais dans une économie qui est une économie mixte, une économie qui est encore une économie planifiée, puisque vous avez dirigée, qui existe toujours. Ouais. Donc, il y a cette cohabitation finalement entre un régime politique autoritaire avec une économie qui est encore semi-planifiée et avec une économie capitaliste extrêmement dynamique. Hein, et cet ensemble donne quelque chose qui est qui est un étonnement donc théorique, qui est un animal, qui est une espèce d'ovni, et donc incompréhensible parfois. Donc pour l'instant, à ma connaissance, personne n'a réussi à véritablement donner, expliquer le fonctionnement et la théorie. Mais vous me parliez justement hors interview de la vision des oies sauvages, la théorie des oies sauvages, la vision qui était donnée par les Occidentaux, par le monde occidental sur la Chine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot pour comprendre un peu la théorie des oies sauvages? Ce qu'on appelle la théorie du vol de l'oie sauvage est une théorie qui a été développée dans les années 70 par des économistes qui avaient observé qu'en Asie, donc le développement de l'Asie ressemblait au vol des oies sauvages. Les oies sauvages sont des animaux qui volent en escadrille. Vous avez une oie de tête et ensuite vous avez une formation triangle, donc avec une série d'oies qui suivent. Alors, l'image était que, évidemment, l'oie de tête était le Japon et que le développement extraordinaire du Japon après-guerre. Quelle période? On est 50? Donc, on est entre les années 1950 et les années 1980. Ok. Cette théorie était la théorie dominante. La théorie dominante. Donc, le Japon était puissance asiatique dominante. Vous vous rappelez qu'elle était tellement dominante en Asie qu'au début des années 80, donc les États-Unis se sentaient même menacés et pensaient que le Japon pouvait industriellement peut-être dépasser les États-Unis. Ok. Mais là, je reviens à la théorie du vol des oies sauvages. Parce que le Japon était sur la voie de tête, suivi par toute une série de pays
Corée du Sud, vous savez, Hong Kong, Singapour, Taïwan, donc la Thaïlande, la Malaisie, etc., qui suivaient. Donc, et quand la Chine a commencé son développement, mais c'était un peu plus tard, c'était à partir de 1980. Je rappelle que la réforme de Xiaoping date de 1978, et c'est à partir de 1980, véritablement, que la Chine est appelée. On pensait que la Chine allait aussi suivre cette théorie du vol Du vol de sauvage. des vers sauvages. Alors, je pense que ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple très simple. Dans cette théorie du vol des vers sauvages, on considère que ce qui est très important, c'est que les pays, au fur et à mesure qu'ils progressent, montent dans ce qu'on appelle l'échelle de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que le Japon, par exemple, si vous vous rappelez, le Japon, dans les 50 ans 60, était considéré comme un pays qui fabriquait de la pacotille. Bon, je rappelle encore qu'en 1960, début des années 70, c'est en 1973, 14, j'étais reçu par... J'étais allé voir un camarade en Corse, et le père de ce camarade est venu me chercher au port où j'avais débarqué avec son fils, et il est venu me chercher, et il s'est excusé parce qu'il avait une voiture qui était vraiment une voiture pas de gamme. Il dit oui, bon, j'ai pris cette voiture là, je vais en changer bientôt. En fait, excusez. Bientôt, c'était le Toyota. Ok. Considéré comme étant bas de gamme à cette époque-là. 1974, 14. le Toyota était considéré comme une voiture pas de gamme. Les gens avaient honte, enfin, en tout cas le père ami avait honte de recevoir une voiture pareille. Il y a un petit peu, non, en effet. Donc, le Japon a progressé, et en progressant, le Japon a laissé tomber des industries qui étaient des industries plus faibles valeur ajoutée. Et on pensait que tous ces pays allaient faire pareil, notamment la Chine. Là où la Chine s'est distinguée de cette théorie, c'est que la Chine a monté dans l'échelle de la valeur ajoutée, mais elle n'a pas laissé tomber des industries à plus faible valeur ajoutée. Ok. Comme par exemple le textile ou l'industrie de la chaussure. Mais que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que la Chine a pu continuer à être compétitive alors que, effectivement, les salaires ne sont plus des salaires bas de gamme? Il faut savoir que en Chine, maintenant, les salaires ne sont pas encore des salaires européens et américains, on en est loin, mais les salaires chinois sont déjà très supérieurs aux salaires des pays voisins, comme Vietnam, le comme la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie ou le Bangladesh ou le Pakistan. Eh bien, c'est que les industriels chinois, dans le domaine du textile et de la chaussure, se sont considérablement mécanisés. Et vous avez en Chine maintenant, dans le sud de la Chine, vous avez des usines textiles qu'on appelle des dark factories, c'est-à-dire des usines où il n'y a pas de lumière. Mais il n'y a pas de lumière, non pas parce qu'il manque d'électricité, mais il n'y a pas de lumière parce que l'usine est entièrement robotisée et qu'on n'a pas besoin de lumière. Les robots n'ont pas besoin. Et c'est démocratisé ça, ou il y en a qu'une, je veux dire, qui est encore enfin, un présentoir, enfin un exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres industries qui utilisent ce type de dark factories? On ne s'en rend pas compte, mais la Chine est un pays où le taux de robotisation, le nombre de robots est absolument considérable. Je rappellerai simplement cette expression d'un connaisseur de l'Asie et de la Chine, et qui est l'ancien diplomate singapourien Kishore Mahbubani, qu'on a interviewé il y a à peu près 6 mois, début de l'année 2025, et qui disait actuellement dans le monde, un homme sur 6 est chinois. Mais un robot sur 3 est chinois, et un nouveau robot sur 2 est chinois. Et en fait, ce que disait Mahbubani au début de l'année est déjà dépassé,
Parce qu'actuellement, la Chine produit plus de robots à elle toute seule que le reste du monde réuni. Mais on m'a toujours dit, enfin, quand je lis les top classements de robotisation, que le Japon était leader mondial en robotique, en robotisation, automatisation et autres. Est-ce que la Chine a dépassé le Japon ou pas encore? C'est difficile de comparer les deux pays parce que les industries ne sont pas les mêmes, donc on n'est pas du tout dans le même. Mais je veux dire en technologie de robotique. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas non plus Ok. spécialiste. Ce que je peux vous dire, c'est que le taux de robotisation, donc, en termes de nombre de robots, donc la Chine est beaucoup plus importante, mais ne serait-ce que parce que l'industrie chinoise est extrêmement importante. Mais la Chine actuellement représente plus de 30% de la valeur ajoutée industrielle dans le monde. Ok. Pour donner une comparaison, la valeur ajoutée industrielle des États-Unis, c'est à peu près la moitié de la Chine. Les États-Unis ont 24 à 16% de la valeur ajoutée industrielle. La Chine, elle, c'est 30%, c'est plus de 30%. Ok. Et Ça veut dire quoi concrètement avoir 30% de la valeur ajoutée industrielle? Ça veut dire que les productions industrielles dans le monde, la Chine en détient 30% oui, un tiers à peu près. de toutes les productions industrielles du monde? Un tiers de la production. Donc l'appellation de l'atelier du monde était juste, puisque je me rappelle en 2007, je lisais l'économie mondiale, le livre Économie mondiale 2016-2017, qui parlait justement, il y avait un chapitre entier sur la Chine et qui le présentait comme étant l'atelier, de voir Alors, il faut bien être conscient qu'effectivement la Chine est devenue donc, l'usine du monde. l'usine du monde, exactement. L'usine du monde. C'était ça, je pense, l'expression. C'est un tiers de la valeur ajoutée industrielle. Mais il faut être conscient que la Chine ne veut plus simplement être l'usine du monde. La Chine veut être le laboratoire du monde. Et ça, c'est la nouvelle réforme qui a impulsé. Donc, je parle de la réforme en 1978 par Deng Xiaoping, qui a fait de la Chine l'usine du monde. L'actuel dirigeant chinois, qui est Xi Jinping, veut faire de la Chine le laboratoire du monde. Et il y a un discours un peu parallèle qui se tient actuellement. À l'époque de Deng Xiaoping a donc vanté la qualité et le nombre et le travail des ouvriers chinois. Il faut savoir aussi que la Chine actuellement produit non pas seulement des ouvriers, mais on produit des ingénieurs. Je vais vous donner un chiffre que je cite actuellement. Vous avez un acronyme qu'on appelle STEM. STEM, ce sont les Américains qui ont créé cette acronyme. STEM, ça signifie Science, Technology, Engineering, Mathematics. Okay. C'est-à-dire que vous avez un indicateur qui calcule le nombre de diplômés dans ces quatre disciplines, qui s'ajoutent. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle les sciences dures, ce qui est recherche-développement est basé là-dessus. Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. D'accord? Eh bien, si vous regardez, si vous calculez le nombre de diplômés de STEM dans le monde, je donne cette information. Vous prenez le nombre de diplômés de STEM aux États-Unis. Vous rajoutez le nombre de diplômés de STEM au Japon. Vous rajoutez le nombre de diplômés de STEM en Allemagne. Vous rajoutez le nombre de diplômés de STEM en France. Ouais. Vous avez un total. Okay. Vous multipliez ce total par 2, vous avez un nombre de diplômés de STEM en Chine. Il faut voir que la Chine donc, domine le nombre d'ingénieurs, la formation d'ingénieurs. Et vous savez quel est le pays qui suit la Chine? Non. C'est l'Inde. Ah ouais, forcément. C'est le seul pays au monde qui se rapproche de la Chine en termes de diplômes de STEM. Et quand on dit que c'est la recherche de la technologie qui va faire les puissances de l'avenir, je vous laisse deviner quelles sont les puissances de l'avenir du monde. Et selon vous, la Chine, est-ce qu'elle a l'ambition réellement de vouloir dépasser les États-Unis ou est-ce qu'elle suit son bonhomme de chemin, elle se développe et puis à un moment elle deviendra meilleure et c'est la loi de la nature entre guillemets. C'est quoi l'ambition concrète qu'on n'arrive pas à saisir parce que nous on entend souvent que vous connaissez je pense que c'était la théorie de Thucydide, je pense, je ne sais pas la théorie. Le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, vous pourrez peut-être en dire un mot. Mais voilà, on sait que les États-Unis actuellement tentent est-ce que de ralentir ou de bloquer l'hégémonie et la puissance chinoise. Quel est l'objectif
profond de la Chine derrière tout ce développement massif que moi j'ai pu constater ici en étant un mois en Chine? Alors, vous avez cette théorie effectivement occidentale, donc qui a abouti à ce qu'on appelle le piège de Thucydide, que vous avez mentionné. Le piège de Thucydide, c'est une notion qui a été inventée par un professeur d'histoire américain qui s'appelle Graham Allison. Ok. Et Graham Allison, donc voilà, en deux mots, qu'est-ce que le piège de Thucydide? Thucydide avait été un stratège et historien grec qui avait décrit la guerre du Péloponnèse. Et Thucydide a expliqué que cette guerre du Péloponnèse était inévitable parce que à l'époque, donc la puissance dominante de la Grèce qui était Sparte, Ouais. donc craignait l'émergence d'Athènes et que finalement la confrontation entre les deux faisait que la guerre était inévitable parce que le numéro un ne voulait pas se laisser dépasser par le numéro deux. Donc vous voyez l'analogie entre les États-Unis qui ne veulent pas se laisser dépasser par la Chine. Alors je ne crois pas à cette thèse de Graham Allison, de périodicide, qui effectivement a bien fonctionné pour décrire toute une série de conflits, notamment la Première Guerre mondiale. Si vous voulez, Graham Allison explique en disant qu'à l'époque, la Grande-Bretagne, qui était la puissance dominante, elle ne voulait pas se faire passer, notamment au niveau de la marine, par l'Allemagne, donc qui était en train de la talonner. Donc ça a été, d'après Graham Allison, l'origine de la Première Guerre mondiale. Ok. Donc, avec une série. Finalement, elle a été dépassée quand même par les États-Unis. Alors, justement, c'est ça qui est très intéressant. Graham Allison explique que donc, dans 18 cas qu'il avait étudiés, il y a eu, je crois, 6 cas donc, où il n'y a pas eu de guerre. Okay. Mais dans la majorité des cas, il y a eu de guerre. Et un des cas où il n'y a pas eu de guerre, c'était précisément ce cas-ci. Le fait que la Grande-Bretagne, entre la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s'est fait dépasser par les États-Unis, mais comme vous savez, il n'y a pas eu de guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc c'est une exception un peu au piège de Thucydide d'après Graham Allison. Mais je pense que quand on l'applique aux États-Unis et à la Chine, on est dans une configuration qui est encore différente. L'obsession d'être numéro un et de vraiment dominer est une obsession qui est purement occidentale et qui est devenue maintenant tout à fait américaine. Si vous écoutez M. Donald Trump, vous voyez que tous les jours, il explique que les États-Unis sont le plus grand pays au monde, numéro un, et ils veulent le rester. Beaucoup de superlatifs, j'imagine, dans ces discours aussi, nous sommes les plus grands, les plus forts, etc., qui parfois laissent penser le contraire, mais bon. L'histoire nous montre que la Chine n'a pas cette obsession, et surtout n'a pas cette obsession de dominer le monde. Et l'exemple historique que je peux citer remonte au XVe siècle. Au XVe siècle, il faut savoir que en 1420, vous aviez en Chine un amiral. La Chine n'a jamais été une grande puissance maritime, mais la Chine avait un amiral qui s'appelait Zheng He, et qui, en 1420, à la tête d'une flotte imposante, est allé jusque sur les côtes de l'Afrique, donc a exploré toute l'Asie du Sud-Est, est allé dans le Golfe Arabique et est descendu le long des côtes de l'Afrique. Il a fait 7 voyages. Et c'est très frappant, parce que moi je me rappelle que lorsque j'ai étudié l'histoire dans les écoles primaires et secondaires françaises, notre institutrice nous expliquait que Christophe Colomb avait réussi à découvrir l'Amérique en 1492, et que ces 2 cas d'Amérique avaient été rendus possibles par la construction d'un navire qui était gigantesque, qui était la Caravelle, qui était une véritable révolution technologique. Et la Caravelle, vraiment, c'est Santa Maria, faisait 30 mètres de long. C'était un navire géant. Et grâce à la boussole, grâce à toute une série. Boussole, création chinoise, je veux dire. Mais bon, c'est. Mais grâce à cela, et grâce à cette innovation technologique qui était la Caravelle, de 30 mètres de long, sans rien, Christophe Colomb a pu découvrir l'Amérique et ça avait permis la conquête de l'Amérique du Sud. Ensuite, vous avez les conquistadors, Cortés, etc., qui sont allés et qui ont conquis l'Amérique du Sud. Eh bien, Zheng He,
qui lui est allé jusqu'à la côte de l'Afrique, donc en 1420, c'est-à-dire avant Christophe Colomb, le navire amiral de Zheng He ne faisait pas 30 mètres de long, il faisait 100 mètres de long. À cette époque. C'est-à-dire la technologie navale chinoise à l'époque était supérieure à la technologie navale italienne et espagnole. Zheng He a fait 7 voyages, il est allé explorer l'Afrique, mais Zheng He ensuite est rentré en Chine et se terminé là. Il a rapporté des girafes, il a rapporté toute une série d'animaux exotiques, hein, mais il n'y a pas une seule colonie chinoise qui se soit installée ni dans l'Asie du Sud-Est, ni en Afrique. Oui, c'est vrai que c'est aussi un parallèle que j'aimerais comprendre. Le monde européen, américain et d'autres se sont aussi construits sur ce qu'on appelle la main-d'œuvre immigrée. Hein, je veux dire. Par contre, en Chine, je vois pas beaucoup d'immigration, à part c'est une immigration interne avec des ethnies différentes. Est-ce que, puisqu'il y a potentiellement un problème démographique, notamment en Chine, voire au Japon, est-ce qu'un jour une politique d'immigration verra le jour? Et comment se positionne la Chine justement par rapport à ça? Parce qu'elle a pu se développer autant avec ses ressources internes, je dirais, tandis que d'autres pays ont toujours eu la nécessité de devoir accueillir d'autres personnes d'autres horizons. C'est une question sur laquelle il est difficile de répondre parce que je ne sais pas quelle sera la politique chinoise d'avenir. Il faut revenir un peu sur la démographie. Donc, actuellement, on critique beaucoup la Chine en disant que la politique de l'enfant unique, par exemple, a été une catastrophe puisque maintenant la démographie est en décroissance. Et de façon effectivement très forte. On oublie quelle est l'origine de la politique de l'enfant unique. Pourquoi est-ce que les Chinois ont mis au point, donc dans les années 80, pourquoi est-ce qu'ils ont instauré cette politique de l'enfant unique? Eh bien, c'est parce que à l'époque, les projections montraient que la Chine allait atteindre 1,5 milliard d'habitants et que les spécialistes disaient à l'époque que quand on regarde la superficie de la Chine, sa population, la Chine ne peut pas nourrir donc plus de 1,5 milliard de personnes. Et que par conséquent, donc si on voulait donc garder un peu cet équilibre entre la production possible de nourriture et la consommation, il fallait réduire cette population, d'où la politique informatique. Et je faut remarquer que on se trouve donc devant le problème le suivant, c'est vous avez un territoire, c'est 10 millions de kilomètres carrés en la Chine, et une population qui grandit. Mais ce même problème s'est posé au Japon en 1930. Okay. Qu'a fait le Japon? Le Japon, donc, qui avait beaucoup plus petit, mais une population qui croissait, le Japon a développé la théorie de l'espace vital et a dit, bon, notre territoire n'est pas suffisant, il faut qu'on aille à la conquête de l'Asie. C'est comme ça que le Japon est allé en Chine, en Corée, dans le Sud-Est, et a été un des auteurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la théorie de l'espace vital. Et bien face à ce même problème, les Chinois, eux, ont décidé de réduire la population. Donc vous voyez comment les deux pays ont réagi de façon différente. Effectivement, maintenant, la population chinoise est en train de diminuer. Ça va créer sans doute des problèmes. Il y a des projections qui disent même que la Chine pourra atteindre 700 millions d'habitants, voire en 2100. Est-ce que ce sont des théories quelques statistiques? Effectivement, cette politique ne change pas. Et si, alors, effectivement, actuellement, ce que les démographes n'avaient pas prévu précédemment, c'était que l'urbanisation de la Chine fait que maintenant, les familles chinoises ne veulent plus avoir d'enfants. Avant, les familles chinoises avaient énormément d'enfants. Maintenant, les familles chinoises ne veulent plus avoir d'enfants. Donc, on se trouve devant un vrai problème démographique, donc, qu'il ne faut pas se cacher. Alors, comment est-ce que la Chine va résoudre ou essayer de résoudre le problème démographique? Ben, ça, je n'ai pas encore de boule magique. Cette question. Mais la Chine n'est pas la seule. Je veux dire, même en Europe, il y a aussi ces questions qui se posent. D'ailleurs, certains économistes, comme François Langlais, notamment un économiste français que vous connaissez certainement, a évoqué 3 faiblesses majeures: la démographie,
la bureaucratie et le soft power. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Il avait raison il y a encore quelques mois. Mais quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, bon. Alors, sur la démographie, encore une fois, je ne peux pas me prononcer parce que la démographie est une science dont on voit les effets qu'à long terme. Donc, et comme disait Keynes, à long terme, on sera consommant. On ne peut pas préjuger de ce qui se passe. Bon, mais si vous prenez la bureaucratie, bon, François Anglais a raison. La bureaucratie empêche effectivement le développement économique. C'est ce qu'on constate en l'Union soviétique. Mais justement, la Chine est une anomalie aussi sur le terrain, parce que la Chine est bureaucratique. Mais la bureaucratie chinoise n'a pas empêché donc un dynamisme absolument considérable que vous avez pu constater. Donc, et vous avez cette cohabitation, encore une fois, qui est étrange, entre d'une part une bureaucratie qui est extrêmement puissante, et en même temps un monde donc, d'entrepreneurs chinois qui sont extrêmement dynamiques. Donc, on constate cela. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, comment est-ce que vous pourriez expliquer donc, cette innovation chinoise? Bon, on dit par exemple que la bureaucratie empêche le développement économique. Encore une fois, admettons cela. Mais regardez ce qui se passe. Prenez un exemple, je prends un exemple qui est celui des véhicules électriques. Au niveau des véhicules électriques, vous voyez, la plupart des véhicules électriques qui sont fabriqués en Chine, maintenant la Chine fabrique plus de véhicules électriques que le reste du monde réuni. Ouais. Et tous les industriels fabricants d'électriques sont des entrepreneurs privés, pratiquement tous. Il y a quelques entreprises d'État qui fabriquent des véhicules électriques, mais ce ne sont pas les plus importants. Les plus importants, donc, les BYD, dans lequel a investi Warren Buffett, il a désinvesti récemment, justement. Il s'est retiré, mais il est resté quand même 12 années, je pense, dans l'entreprise. Donc, c'est énorme. Et des comme NIO, comme Xpeng, donc toutes ces sociétés Xiaomi maintenant sont des entreprises privées. Okay. Et de qualité remarquable. Hein. Elles sont extrêmement dynamiques. Donc, si vous voulez, donc là où François Langlais ne peut pas expliquer complètement ce qui se passe, c'est cette cohabitation entre la bureaucratie et le dynamisme des entrepreneuriats en Chine. Et pour revenir sur les véhicules électriques, moi j'ai pu observer qu'à l'époque, le design était totalement, entre guillemets, peu flatteur. On observe maintenant, enfin, moi en voyageant, j'ai bougé en Chine principalement, j'ai vu des véhicules qui m'ont surpris. Par leur design élégant, par leur allure sportive, par leur dynamisme. Comment ça se fait qu'il y a eu ce bond d'un coup de véhicules électriques pas de gamme, moches, hein, je dirais comme ça, jusqu'à aujourd'hui des véhicules totalement clinquants? Pour le design, les Chinois ont fait appel au meilleur design du monde, c'est le design italien. Donc vous avez les Chinois enfin notamment italiens, mais vous avez énormément de chinois qui ont invité les designers Ferrari, de BMW et des autres véhicules considérés comme les meilleurs du monde à venir les aider à faire le design. Oui, parce que des véhicules chinois. à l'époque, mais je voudrais revenir sur votre question, c'est vraiment intéressant, parce que la deuxième remarque, c'est la bureaucratie. Et la troisième remarque, vous avez dit, c'est le soft power. Oui, soft power. Alors, le soft power est intéressant aussi, c'est que effectivement, il a tout à fait raison, la Chine a un soft power qui était catastrophique. Mais les choses sont en train de changer, et on se rend compte que la popularité de la Chine est en train actuellement de progresser. Le spécialiste donc, de l'étude du soft power et de la popularité du pays, c'est un organisme américain qui s'appelle le Pew Research Institute. Pew Research, ouais. Et si vous regardez les études du Pew Research Institute, c'est assez intéressant parce qu'on constate qu'il y a encore 5 ans, donc la popularité dans le monde des États-Unis était très supérieure à celle de la Chine. Et en particulier, donc ce qui a fait beaucoup de mal au secteur de la Chine, ça a été le Covid. Puisque
monde entier s'est rendu compte que le Covid prenait naissance en Chine. Donc, et vous savez, aux États-Unis, Donald Trump notamment ne s'est pas gêné pour dire que c'était les Chinois qui avaient été la cause du Covid. Donc, Le laboratoire de Wuhan et autres. ouais, voilà. Donc la maladie de Wuhan, Ouais. comme disait Donald Trump. Donc, la popularité de la Chine était très inférieure à celle des États-Unis. Et ensuite, dans les pays occidentaux, tout au moins, donc cette popularité de la Chine a encore diminué à cause de la guerre en Ukraine. Parce que les Européens ont considéré que la Chine était alliée de la Russie et par conséquent était en partie responsable de la durée de la guerre en Ukraine. Donc la conjonction entre le Covid et la guerre en Ukraine a fait que la popularité de la Chine et le second de la Chine a considérablement baissé. Eh bien, on constate actuellement, donc tout à fait récemment, que les deux courbes sont en train de se croiser à nouveau. Ok. Parce que depuis le début de l'année, la popularité des États-Unis a considérablement baissé à cause d'un certain monsieur Donald Trump, Ouais, c'est- raison que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Ouais, non, ça. Et en même temps, la popularité de la Chine est en train de monter parce que le soft power, les Chinois font beaucoup plus attention au soft power, et en particulier, ce qui est très intéressant, c'est que la Chine est beaucoup moins mal vue dans les pays occidentaux, mais surtout par les générations les plus jeunes. Ouais, clairement. Ouais. Et vous avez un certain nombre de phénomènes tout à fait incomparables. Vous avez encore une anomalie chinoise qui est absolument extraordinaire, dont j'ai sans doute entendu parler, qui est le phénomène de l'aboubou. Non, ça me dit rien. Voilà. Comme ça de tête, ça me dit rien. Alors, là, effectivement, vous voyez, Je vais aller faire ma recherche. Ouais. l'aboubou, c'est une petite poupée Ok. qui en plus est affreuse. Ok. Elle est pas belle. Donc, elle a des dents, donc un peu une sorcière. Et c'est un phénomène mondial. Donc Rihanna, comment ça s'appelle, Kim Kardashian sont devenues folles de la boubou. Donc les gens veulent collectionner la boubou. Et la boubou est un succès monumental à la fois en Chine, mais pas seulement en Chine. Lorsque le magasin La Boubou, parce qu'il y a un premier magasin La Boubou qui s'est ouvert à Londres, je crois que c'est au début de cette année, enfin c'est tout récent La Boubou, Ok. c'est un peu moins d'un an. Mais les gens faisaient la queue pendant plusieurs heures. Et Pour acheter le. les poupées, les poupées La Boubou. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que la Chine gagne beaucoup de capital sympathie auprès des pays émergents, notamment. Et on parlait du fait que la Chine n'a pas de volonté réellement d'extraterritorialité, j'ai envie de dire, mais elle a quand même développé des organismes et des institutions telles que le CS, les BRICS, etc. Et en fait, c'est quoi le... Vous avez raison, il y a un événement considérable qui s'est passé cette année, tout aussi récemment, c'est du 30 août au 2 septembre. Ça a été le fameux défilé? non, le défi c'est 3 Ah, septembre. le 3, oui, effectivement. Du 30 août au 2 septembre, s'est tenue à Tianjin, en Chine, la réunion de l'OSCE, organisation de, enfin l'OCS en français, organisation de coopération de Shanghai, ouais. Et là, ça a été évidemment une bombe qui a éclaté. Pourquoi? Parce que l'organisation de coopération de Shanghai est une organisation un peu multiforme, donc impossible à définir, parce qu'elle réunit des gens qui finalement n'ont pas grand-chose de commun. Et non seulement elle réunit des gens qui n'ont pas grand-chose de commun, mais des gens qui sont même à la limite ennemis. Ok. Et vous savez que depuis quelque temps, donc maintenant, dans la géopolitique mondiale, on n'oppose plus les pays communistes aux pays capitalistes. Donc c'est plus les États-Unis contre les soviétiques. Donc on oppose ce qu'on appelle les pays autoritaires aux pays démocratiques. Ok. Les pays autocratiques aux pays démocratiques. Donc vous avez toute une série de théoriciens et d'idéologues qui voudraient que les pays démocratiques fassent une alliance mondiale. Donc, C'est pas déjà fait? Pardon? C'est pas déjà fait? Mais justement, Ok. écoutez Ok. ce que je vais vous dire, vous allez voir que c'est beaucoup de mauvais. Donc, il faudrait faire une alliance des pays démocratiques pour s'opposer aux pays autocratiques. Ok. Pourquoi est-ce que cette réunion de Tianjin de l'OSCE donc a été une bombe? Eh bien, c'est parce que effectivement, c'est une réunion essentiellement de pays autocratiques. Vous aviez la Chine, la Russie, donc toute une série de
pays, la Turquie, de ce type, mais s'est joint à cette réunion donc quelqu'un qui est censé être le chef de la plus grande démocratie du monde, qui est M. Modi. Modi, Premier ministre indien, et on a vu que M. Modi n'a pas hésité à venir à Tianjin, serrer la main de M. Poutine et de M. Xi Jinping, et c'est pour ça que ça a été une bombe, parce que donc, à ce moment-là, comment pouvez-vous faire une alliance des pays démocratiques alors que vous avez La plus grande démocratie. du monde, donc M. Modi, qui dit moi je ne suis pas du tout ennemi ni de la Russie ni de la Chine. Est-ce que c'était pas un message, peut-être un pied de nez à Donald Trump qui a condamné l'Inde à ne pas devoir acheter du pétrole russe dans un contexte de guerre et de crise? Bien sûr, Donald Trump a complètement défait ce qu'avait fait son prédécesseur. Biden. Joe Biden, sur le plan géopolitique, avait quand même une réussite donc, qu'on a tendance à sous-estimer. C'est-à-dire que Joe Biden, lui, voulait faire cette alliance de démocratie contre la Chine et il avait pratiquement réussi à encercler la Chine par des organismes comme le Quad, l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, ou un organisme comme AUKUS, vous savez, Australie, Royaume-Uni et États-Unis. Donc, et si vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous vous rendez compte que le Japon, Corée du Sud, donc l'Australie, donc les Philippines, le Vietnam, l'Inde, vous avez une espèce de ceinture de sécurité pro-occidentale, donc qui avait été mise en place par Joe Biden. Donc, et le seul pays donc, qui permettait à la Chine de ne pas être encerclée, c'est la Russie. Et c'est ce qui, à mon avis, explique la raison pour laquelle la Chine est si proche de la Russie. C'est parce que si la Russie, si Poutine disparaissait, et si la Russie donc, basculait dans le camp occidental, à ce moment-là, la Chine serait entièrement encerclée par des pays hostiles. Ce que la Chine ne peut évidemment pas se permettre. Donc, ce que j'explique, c'est que Biden avait réussi quand même à faire un peu cette ceinture, effectivement, Chine, que Donald Trump est en train de faire éclater. Quand Donald Trump va aller imposer 50% de ventes supplémentaires à l'Inde parce que l'Inde achète du pétrole à la Russie, ben, une des conséquences, c'est que M. Modi se rapproche de la Russie et de la Chine. Mais l'Inde fait déjà partie des BRICS, en règle générale. En fait, en quelques mots, qu'est-ce que sont les BRICS? Alors, je vais répondre la Chine. Ok. En Chine, on se rend compte qu'on a très peu de définitions. Vous savez que un des ouvrages importants, une des pensées importantes en Chine, c'est le taoïsme. Taoïsme, ok. Et le livre qui est à la base du taoïsme, c'est le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching qui a été écrit par Lao Tzu. Le guerrier du un philosophe chinois qui vivait à l'époque de Confucius, enfin un petit peu antérieur à Confucius, qui a écrit ce qu'on appelle le Tao Te Ching, qu'on traduit en français par le livre de la voie et de la vertu. Ok. Et le Tao Te Ching commence par dire le temps. Donc, la base du Tao Te Ching, c'est le temps. Le temps qu'on traduit par la voie. Qu'est-ce que la voie? Qu'est-ce que le temps? Vous pouvez dire, vous n'aurez pas de définition du temps. En revanche, la première phrase du Tao Te Ching, dire le temps qui se dit temps toujours n'est pas le véritable temps. C'est-à-dire, on commence pas par vous dire ce qu'est le temps, on commence par vous dire ce que le temps n'est pas. Si vous prenez la vertu la plus importante de confucianisme qu'on appelle le jeûne qui a été traduit par les jésuites par humanité, donc humanité, jeûne que généralement on traduit par bienveillance, enfin on a beaucoup de mal à le traduire. Les jésuites traduisent par humanité, généralement on traduit par bienveillance, par bénévolence, enfin par tout ce que vous voulez, mais toutes ces expressions n'arrivent pas à reproduire complètement le contenu de jeûne. Eh bien, si vous lisez tous les écrits de Confucius, vous ne verrez pas une seule définition de jeûne. Confucius parle de jeûne
Donc, c'est la vertu suprême du confucianisme, mais vous n'avez pas de définition. Eh bien, je dirais de la même façon que si vous prenez le BRICS ou l'OSCE, eh bien, vous n'avez pas de définition. Donc, qu'est-ce que c'est? L'OSCE, par exemple, réunit à la fois le Pakistan et l'Inde. Ce sont des pays Ennemi. ennemis, mais ils sont tous les deux dans l'OSCE. Si vous prenez les BRICS, vous avez des pays qui sont disparates. Le Brésil, la Russie, L'Afrique du Sud. l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Vous savez, ils n'ont rien de commun. Donc vous avez beaucoup d'idéologues qui vous disent, donc le BRICS, vous savez, c'est une construction qui a été faite par... La banque américaine JP Morgan, je Voilà, crois. non, Ou Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Sachs. C'était l'ancien économiste de Goldman Sachs qui avait créé Le- cette notion de BRICS, mais c'est sorti de son chapeau, quoi. Finalement. On dit, mais ça n'a pas d'unité, ça n'a pas de logique. Peut-être, encore une fois, donc à la fois l'OSCE et les BRICS, les BRICS se définissent, à mon sens, de façon négative par ce sont les pays qui n'acceptent pas la domination des États-Unis. Ok. Qui veulent un monde multipolaire, comme on entend souvent. Ok. Et les États-Unis aujourd'hui multiplient justement les sanctions contre et envers la Chine. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont les moyens de faire plier la grande Chine que j'ai pu observer ce mois? Alors, si vous regardez ce qui se passe, depuis le début de l'année, depuis sa prise de fonction, au mois de janvier, Donald Trump n'a pas arrêté de taper sur tout le monde. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il tape beaucoup plus sur ses amis que sur ses ennemis. Clairement, l'Europe et autres. Ouais. Ses ennemis, on l'a dit, c'est la Russie et la Chine. Et la Corée du Nord. D'accord, ouais. Ne l'oublions pas. Il y a très peu de discussions Ouais. contre la Russie, la Corée du Nord, alors un peu plus sur la Chine. Mais quand vous regardez les pays qui sont sanctionnés, vous avez un pays qui n'a absolument pas fléchi dans les États-Unis, c'est la Chine. Pourquoi est-ce que la Chine peut se permettre de résister aux États-Unis? Eh bien, en fait, c'est parce que la Chine a mis au point une stratégie. Donc, pour maîtriser quelque chose dont les États-Unis ont absolument besoin, qui sont les terres rares. Mais vous remarquerez que cette stratégie chinoise, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, elle date d'il y a plus de 20 ans. C'est Deng Xiaoping, le premier, qui avait dit, donc, les pays occidentaux, les pays du Golfe ont du pétrole, et la Chine a des terres rares. Donc, c'est encore une fois Deng Xiaoping qui, le premier, avait impulsé cette stratégie que les Chinois ont mis au point petit à petit, donc, et ont bâti pendant une trentaine d'années pour avoir le quasi-monopole des terres rares. Vous savez que les terres rares, contrairement à ce que l'on indique, ne sont pas rares du tout. On les trouve partout en Australie, on en trouve même en France, on en a en Bretagne, aux États-Unis, donc il y en a partout. Les Français étaient les premiers d'ailleurs, je pense, à les extraire en début 2000, non? Ou, j'avais entendu qu'il y avait une entreprise française spécialisée en terres rares. Oui, bien avant. Bien avant. Non, il y avait une usine française spécialisée en terres rares qui a porté en Pologne du côté de Nantes. Ok. C'était il y a 5 ans. Cette usine n'existe plus. Donc, les Français. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe plus? Parce que les terres rares sont des métaux, sont Des matériaux. matériaux et qui sont extrêmement polluants, donc on essaie beaucoup d'énergie et personne ne veut s'en occuper. Et la Chine a accepté donc, et a développé cette technologie des terres rares au point d'en avoir le monopole. La Chine n'a pas le monopole des terres rares. La Chine a à peu près 70% des terres rares dans le monde, essentiellement en Mongolie. Mongolie intérieure, donc notamment donc, 70% des terres rares dans le monde. Enfin, il y en a quand même. Mais là où la Chine a un quasiment monopole, c'est dans le raffinage, dans le traitement des terres rares. Ok. Et la Chine produit à peu près 90% des terres rares dans le monde. Ce qui fait que, comme vous le savez, donc, Donald Trump a eu une rencontre avec Zelensky, où Zelensky lui a promis donc l'exploitation des terres rares d'Ukraine. Il explique que c'est ce qui a intéressé beaucoup Donald Trump, et par conséquent, l'Ukraine va pouvoir aider les États-Unis sur les terres rares. Sauf que les terres rares sont encore se font de matières premières.
et que dans le meilleur des cas, l'Ukraine ne pourra fournir des terres rares aux États-Unis que dans une dizaine ou une quinzaine d'années. D'années, ok. Ouais. Donc, ce qui fait qu'actuellement, personne ne peut se passer des terres rares chinoises, et c'est par les terres rares que la Chine a la possibilité de discuter d'égal à égal avec les États-Unis. Et les semi-conducteurs dans tout ça? Les semi-conducteurs ont besoin de terres rares en termes de technologie occidentale et américaine, donc est bien supérieure aux technologies chinoises, actuellement encore. Oui, parce que j'ai vu dans une statistique que 40 voire 45% du chiffre d'affaires de ASML, hein, qui est le spécialiste européen donc des machines, enfin de le développement des machineries lithographie, je sais plus exactement, Oui. 42% étaient achetés par la Chine. Oui. Ce qui est comme énorme. Donc je veux dire presque la moitié donc des machines. Alors, vous avez raison, mais ASML vend des machines qui sont des machines simplifiées de technologie inférieure. Ok. Au niveau des semi-conducteurs, ce qui est important, c'est la finesse de la gravure. Maintenant, on en est à des gravures de l'ordre de 5 nanomètres. La Chine peut fabriquer semi-conducteurs avec une finesse qui n'est pas inférieure à 12 nanomètres. Donc, elle a encore 2 générations de retard par rapport. Qui se traduit en années sur 20 ans, je pense, selon l'étude. Mais bon, ça veut dire qu'il faudrait 20 ans encore à la Chine pour développer cette technologie. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est très compliqué. Ok. C'est très compliqué. Alors, si je simplifie tout ce que je comprends, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Effectivement, la technologie de pointe est détenue par une entreprise taïwanaise qui est TSMC. TSMC, ouais. Et vous avez un duopole, donc au niveau des semi-conducteurs, donc de plus haute technologie, permettant notamment de fabriquer les produits nécessaires à l'intelligence artificielle, qui sont TSMC et Nvidia. Ok. Nvidia qui est devenue depuis un peu de temps la première capitalisation au monde. Et qui ne cesse de grossir. 3 000 milliards de dollars. Même 4, hein, je pense. Donc, mais même 4, je pense. Mais bon, mais... Qui a dépassé 3 000 milliards. Ok, ouais, ok. Ça, c'est fou. Et le patron de Nvidia, une société américaine, le patron de Nvidia est un Taïwanais. Il s'appelle Jensen Huang. Ouais. Et ce Taïwanais est allé voir, américain, est allé voir Donald Trump, et il lui a expliqué que c'était une grande erreur que d'empêcher Nvidia de vendre des semi-conducteurs à la Chine, parce que si on faisait cela, alors à ce moment-là, on encouragerait les Chinois à développer leurs propres semi-conducteurs, et d'après Johnson Wong, il faudrait pas si longtemps que ça pour les Chinois pour dépasser, donc pour rattraper et dépasser les technologies. Et d'ailleurs, Xi Jinping a interdit aux entreprises chinoises d'acquérir des pièces H20, je pense. Donc maintenant, c'est l'inverse qui effectivement se passe. C'est-à-dire la Chine, pour avoir son autonomie et pour encourager la production sur le secteur chinois, donc veut interdire l'acquisition de la vente même des puces Nvidia. Oui. Mais la raison pour laquelle je dis que c'est très compliqué, c'est parce que tout le monde pense que, bon, plus vous avez des puces fines, 5 nanomètres ou moins, et plus vous avez des puces en technologie qui vont permettre d'avoir une avancée considérable dans l'intelligence artificielle. Or, la Chine démontre qu'elle est capable parfois de trouver des voies différentes. Et ça a été le cas, vous savez, d'une société, on a entendu parler depuis un an, qui est DeepSeek. DeepSeek, bien sûr, ouais. DeepSeek qui... On a vu le bouleversement du marché qui la société américaine OpenAI. Et DeepSeek montre qu'elle est capable d'avoir des produits qui sont pratiquement de la même qualité que OpenAI, que ChatGPT, mais avec des investissements qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins importants que ceux que OpenAI et ChatGPT ont dû dépenser. Et semble-t-il, donc il existe des méthodes où, sans avoir nécessairement les puces perfectionnées, donc on est capable, malgré tout, de coller finalement aux technologies de pointe. Et ce qu'on constate pour l'instant, en tout cas en intelligence artificielle,
c'est que l'intelligence artificielle américaine est la première au monde, encore le leader, hein, mais les Chinois ne sont pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Et justement, on parlait de semi-conducteurs et autres, donc forcément, je vais parler de ce sujet. Mais Donald Trump promeut justement la souveraineté des États-Unis et durcit sa position commerciale et donc développe son protectionnisme à outrance, hein, j'ai envie de dire. Selon vous, est-ce que les États-Unis pourraient justement sacrifier Taïwan à un moment donné, ou est-ce que Taïwan appartient-elle déjà à la Chine finalement? Alors, la théorie que développe, théorie qui est une bombe. Euh, On a une exclusivité du coup. Oui, mais enfin, je développe. Non, j'ai expliqué à un certain nombre de gens, notamment à Pascal Boniface, Ouais. il y a peu longtemps. J'explique que, contrairement à ce qu'on pense, les intérêts de la Chine et des États-Unis, disons de Xi Jinping et de Donald Trump, sont convergents. Ok. Pourquoi? Ben justement à cause de ça. La société leader majeure dans les semi-conducteurs, c'est TSMC, société Taïwan. Que veut Xi Jinping? Xi veut la réunification de Taïwan dans la Chine, c'est clair. Que veut Donald Trump? Donald Trump veut Make America Great Again. Et Donald Trump a parfaitement compris que pour Make America Great Again, il fallait que les États-Unis soient leaders en termes de technologie. La technologie la plus avancée actuellement sur laquelle ils se polarisent, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a fait besoin de NVIDIA et de TSMC. Donc, ce que voudrait Donald Trump, c'est que TSMC investisse aux États-Unis. Donc, ça a été dit officiellement. Il demande à TSMC au moins 50% des États-Unis, ce que TSMC ferait ça. Mais encore mieux, si TSMC allait s'installer aux États-Unis. Quel est le meilleur moyen pour que TSMC s'installe aux États-Unis? C'est évidemment que Pékin prenne Taïwan et que la réunification fasse que si TSMC veut rester là-dedans, ben à ce moment-là, il faut se déplacer. Sirène Trump qui veut lui expliquer, mais écoutez, monsieur TSMC, venez vous installer en Arizona, au Texas, etc. On va créer un Little Taïwan, vous ferez ce que vous voulez et vous pourrez vous développer comme vous voulez dans un pays capitaliste, libéraliste, où vous aurez toutes les facilités que vous voudrez. Ça pourrait se faire, c'est faisable. C'est la théorie que je défends. C'est la théorie, parce que j'ai envie de dire, après la présidence de Donald Trump, il y aura certainement une autre, les républicains ou les démocrates, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, il y aurait aussi un rebouleversement. On reviendra en arrière si les démocrates reprennent le pouvoir, je veux dire, aux États-Unis, après la présidence de Trump. Vous pensez que les démocrates, bon, si vous avez le choix entre, voilà, vous attirez TSMC à venir investir, c'est-à-dire vous fabriquez et vous contrôlez à ce moment-là, dans un Taïwan inclus dans l'Arizona, donc vous contrôlez TSMC pendant la technologie. Vous avez ça comme première option. La seconde option, c'est que TSMC donc, continue à prospérer à Taïwan, continue à fabriquer à Taïwan, et que pour défendre Taïwan à ce moment-là, vous envoyez des Marines se battre contre l'armée chinoise. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de cette situation-là? Quelle est l'option que vous paraît la meilleure? L'option la moins critique, c'est forcément la première. Mais je veux dire, si les États-Unis, mais je pense pas qu'ils défendent réellement leurs valeurs, c'est plus leurs intérêts économiques alors qu'ils sont en jeu, selon votre théorie. C'est plus les intérêts économiques. Ouais, c'est l'option 1 du coup. Nous verrons ce qu'elle en est, mais si vous regardez... Donc les États-Unis ne défendent pas les Taïwanais, mais défendent la valeur ajoutée de Taïwan, de l'entreprise taïwanaise qui était TSMC principalement. Oui, mais la technologie. C'est que si Pékin donc, prend le contrôle de Taïwan, à ce moment-là, TSMC, donc vous avez un argument quand même très fort, donc de Donald Trump, son successeur, et qu'on se dit, venez aux États-Unis. Ouais, je vois très bien ce que vous voulez dire. Ok. Donc selon vous, Taïwan, ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle refasse de la Chine continentale. Je suis convaincu que la réunification de la Chine est absolument inéluctable. Inévitable, ok. Et qu'elle se fera dans pas très longtemps. Ouais, 2027 selon certains. Entre 2027 et 2030. Ok.
Ok. Très intéressant de le savoir. Et du coup, revenons en Europe. Donc, la Chine est-elle pour l'Europe avant tout un concurrent systémique ou un partenaire? C'est l'Europe qui va choisir. Moi, je pense que l'Europe a tout à fait intérêt à être partenaire avec la Chine, parce que l'Europe est le maillon faible. Vous avez les États-Unis, la Chine, l'Europe. Ouais. La stratégie de Mme von der Leyen consiste à essayer de se mettre bien avec Donald Trump en montrant son hostilité à la Chine. Là, nous sommes Ok. en train. On voit bien que ça ne marche pas. Non. Donald Trump a infligé une véritable humiliation à Mme von der Leyen en lui demandant de venir dans son golfe privé en Écosse, donc pour négocier et pour lui imposer des droits de douane, donc sans aucune contrepartie américaine. C'est une véritable humiliation qu'il a imposée à Mme von der Leyen. Moi, j'ai toujours pensé que le meilleur moyen pour l'Europe de s'en sortir, c'était d'avoir un partenariat avec la Chine et de maintenir une balance équilibrée entre les deux pour justement montrer aux États-Unis et à Donald Trump que s'il exagérait, ben, l'Europe va se mettre du côté de la Chine. C'est le seul moyen pour conserver l'indépendance et Créer l'équilibre, entre guillemets. donc c'est à l'Europe de décider ce qu'elle veut faire. Actuellement, l'Europe ne prend pas cette voie. L'Europe essaie de se rapprocher de façon dit et on est la Et pourquoi, en fait, et pourquoi est-ce qu'elle cherche à se rapprocher des États-Unis? Qu'est-ce qui fait que ce pragmatisme dont vous faites la présentation actuellement, on ne l'a pas en Europe? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas comprendre ce jeu stratégique mondial? Le sentiment que j'ai, c'est parce que l'Europe est encore très marquée par l'idéologie. Et pour l'Europe, il y a un grand obstacle idéologique, c'est que l'Europe au sein de la Chine n'est pas le pays de la démocratie, n'est pas le pays des droits de l'homme. Donc, l'Europe, par conséquent, est idéologiquement réfractaire à l'idée de se rapprocher de la Chine. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Mais il faut que l'Europe, c'est à l'Europe de prendre cette décision. Un grand merci à André Schenk pour cette entrevue. C'était vraiment très riche en informations, très pertinent, et même moi, ça m'a ouvert certaines pensées, réflexions. Et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt lorsque je reviendrai à Shanghai, justement, pour discuter de nouvelles actualités. Bienvenue à Shanghai alors. Merci André Schenk. À très bientôt.